messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Ils ont dit qui va revenir autour de trois principaux points, à savoir les couvre-feux en République démocratique du Congo, mais aussi de la question de l'union sacrée avec des adhésions massives. Nous allons également échanger autour de la formation du prochain gouvernement. Pour en parler, je reçois pour vous Mike Cardi Diana, qui est analyste politique avec qui nous allons échanger. Mike, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je l'espère pour vous. Ouais, ça va bien, merci également. Sinon, parlons du couvre-feu qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Étant quinois, quelle lecture faites-vous de cette initiative? Bon, écoutez, en tant que quinois, la vérité c'est que cette décision, c'est vrai, déjà on savait qu'elle est impopulaire pour raison de la restriction qu'il impose aux Congolais, qu'elle impose plutôt aux Congolais. Au-delà de ça, quand on regarde le contexte sociologique de Kinshasa, cette décision semble aller également à l'encontre. Ça veut dire qu'autrefois les Congolais ont supporté le confinement pour des raisons de Covid. Je pensais à mon humble avis que la décision est relative. Cependant, dans le contexte économique qui est dur, le choix de 21h, le Congolais semble être un peu sceptique sur cette décision pour plusieurs raisons. Parce que quand on sert la raison sanitaire pour estimer qu'il y a une forte contagion pour cette deuxième vague qui est également un peu plus mortelle, on a l'impression que les décisions prises vont à l'encontre de l'idéal qu'on s'est défini pour cette question de couvre-feu. Par exemple, on veut éviter les mouvements de masse parce qu'il y a un risque accru de contagion. Cependant, on oblige les Congolais qui vivent dans une ville enclavée à faire le mouvement unilatéral au même moment, pendant les mêmes heures, ce qui occasionnera embouteillage non seulement des véhicules, mais également surpeuplement dans les rues de Kinshasa, ce qui, au contraire, augmente l'accroissement encore le taux de contagion. Quand on décide de fermer, d'imposer à tout le monde d'être à la maison avant 21h, on ne tient pas compte du fait que 21h, c'est une heure de pointe. C'est le moment où beaucoup d'activités, ça représente un modèle économique non seulement pour le foyer, mais pour plusieurs autres personnes qui tiennent ou encore qui nouent le deux bouts de mois, rien qu'en travaillant pendant ces heures. Je prends un exemple. Pour des gens qui travaillent dans le privé, les heures supplémentaires à partir de 21h apportent aussi un supplément dans les avoirs à la fin du mois. Mais s'il faut être juste aussi, c'est que je suis de ceux qui pensent, parce que j'ai été témoin oculaire, j'étais aux cliniques universitaires de Kinshasa, j'ai vu comment, et j'ai perdu quelqu'un pour cette question de Covid-19 pendant la deuxième vague qui s'est montrée un peu plus mortelle parce que la personne était pourtant bien portante. C'est alors qu'on est venu découvrir quelques faiblesses dans les maladies chroniques et qu'il a emporté facilement. Il y a lieu, gouverner c'est prévoir. Le gouvernement a l'obligation de pouvoir prévenir ces risques. Cependant, dans les décisions, il faut prendre les justes milieux. Il faut prendre certes des décisions impopulaires, mais avec des justifications un peu plus efficaces. Or, l'élément qui fait que les Congolais ne comprennent pas ou encore n'acceptent pas ces décisions, en premier lieu, c'est les erreurs de communication. Quand vous posez la question aux Congolais, ils disent finalement on fait du mimétisme. C'est parce qu'en France, on a imposé un couvre-feu, que le chef de l'État et l'ensemble de l'équipe multisectorielle veulent également nous imposer. Donc vous voyez, c'est-à-dire le concours des circonstances et la coïncidence des décisions fait que le Congolais doute de la capacité de réflexion de dirigeants congolais. Or, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, quand j'entre dans la tête de dirigeants, je me rends compte que l'idée, si ça ne dépendait que d'eux, on nous aurait imposé un autre confinement. Mais ils savent que ça ne marchera pas. Or, on a choisi la décision du moindre mal. Le moindre mal, c'est quoi? Puisqu'il y a risque de contagion la journée, où on peut mettre sur pied des équipes pour pouvoir contrôler et veiller aux gestes barrières, mais qui semblerait être difficile la nuit, essayons de restreindre la liberté pendant la nuit pour limiter le peu de pourcentage qu'il y a dans les risques de contagion. Donc je crois que c'est dans cette dynamique-là qu'ils sont. Cependant, on demanderait, si couvre-feu il doit y avoir, essayons de repousser le temps. Mettez-les à 22h, 22h30, 23h, ça permettrait à chacun de rentrer, à arriver à la maison. Ça permettait de ceux qui ont pour modèle économique le soir, de pouvoir fonctionner au moins jusqu'à 22h30, et puis fermer, gagner un tout petit peu. Ils auront certainement des manques à gagner, mais au moins, ils auront au moins récupéré un tout petit peu, ce qui fera que ça sera une qui va satisfaire tout le monde. Mais sinon, il faut veiller aux gestes barrières parce que c'est le seul élément qui peut nous permettre d'éviter. Est-ce que 21h, c'est l'heure appropriée ou bien réfléchie? Mais nous voyons également la journée, malgré les soirs 21h, la journée dans des arrêts des bus, un surpeuplement
même si on met l'heure, cela ne change pas que les gens sont nombreux dans les arrêts de bus. Est-ce que cette décision a été bien réfléchie? En fait, c'est ça le problème. C'est que quand on veut prendre une décision, il faut étudier tout le paramètre. On ne peut pas dire aux gens qu'à 21h, il ne faudra pas circuler pour des raisons de Covid et que pendant la journée où il y a le plus grand risque, on ne veille pas aux mesures. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, on crée une forme de révolte, une forme de rébellion ou une forme de contestation. C'est-à-dire, on doit être en mesure de pouvoir prouver à suffisance qu'on est sérieux dans ce qu'on fait. On contrôle sérieusement les gestes barrières pendant la journée, ce qui fera une bonne communication. Les gens comprendront qu'il y a risque et il y a danger. Or, la faiblesse de la journée fait que les gens n'ayez pas foi en ce qu'on dit comme décision du couvre-feu. C'est-à-dire, c'est paradoxal, c'est une décision qui semble être prise à la va-vite. Il faut, encore une fois, mûrir cette décision, bien réfléchir, c'est comme je dis, revoir l'heure ou sinon, trouver d'autres voies et moyens pour pouvoir imposer des gestes et barrières, des mesures qui peuvent permettre aux Congolais d'éviter. Par exemple, je me demande dans un contexte de Covid, pourquoi on a enlevé le point de lavage de mains public. C'est ça toutes les questions. Vous, étant quinois, cette décision des 21h vous met à l'aise? En fait, si je parlais de moi individuellement, j'ai pas de problème. À 21h, je peux être à la maison parce que je ne suis pas dans des terrasses, dans des débits de boissons, sauf quand il faut négocier, quand il est dans des réunions, ça peut aller jusqu'à 21h. J'ai pas trop de problème avec. Mais le problème, c'est que je ne suis pas seul. Quand je regarde la réalité de Kinshasa, c'est difficile que les Kinois respectent ces décisions parce que cette décision ne respecte pas la réalité sociologique. D'accord, parlons à présent politique, la question de l'Union sacrée. Nous avons vu plusieurs adhésions massives au sein de l'Union sacrée de membres du FCC, entre autres Jean-Lucien Boussa, qui tourne les dos au FCC. Est-ce que toutes ces adhésions sont sincères? La sincérité des décisions, c'est vrai que nous ne sommes pas mieux placés pour juger de la sincérité des décisions, mais en tant qu'analyste, on se rend bien compte que quand on regarde la culture politique de Congolais, quand on regarde les différents scénarios que nous ont livrés les politiques depuis la nuit de temps, on se rend compte que l'homme congolais ou le politique congolais a la culture de la transhumance. C'est-à-dire qu'il y a de ceux qui viennent parce qu'ils comprennent qu'il y a des enjeux importants qu'il faut adhérer, il y a de ceux qui viennent juste pour sécuriser le pouvoir. Des gens qui étaient autrefois dans le pouvoir, qui ne sont pas capables aujourd'hui de vivre dans l'opposition, décident d'aller dans le mangeoire. C'est là où on dit que les chefs de l'État feraient œuvre utile maintenant, de pouvoir définir déjà une feuille de route, de pouvoir donner un contenu à l'Union sacrée pour permettre aux Congolais également de voir dans les critériums s'il y a des gens qui peuvent répondre ou pas, et aussi de manière individuelle que chacun sache déjà pour le politique s'il répond au profil pour aller dans cette union sacrée. Sinon, ça risque d'être encore un conglomérat des aventuriers, des gens qui risqueront de poser de crocs en jambe au chef de l'État. Or, déjà, il a perdu autant de temps, plus de 2 ans, pour son mandat. Maintenant, là, il a la culture et l'obligation du résultat, sinon, il sera jugé doublement. Est-ce que l'Union sacrée ne serait pas une sorte de blanchisserie? Parce que toutes ces anciennes figures que nous avons vues au régime passé se retrouvent encore dans l'Union sacrée. L'Union sacrée ne serait pas une sorte de blanchisserie? C'est ce qu'on craint. C'est ce qu'on craint, que ça soit une blanchisserie. Ce qu'on ne veut pas. Or, mais dans l'idée du chef de l'État, loin l'intention d'aller dans une blanchisserie, parce qu'il vous souviendrez, on est dans un régime mixte. Ça veut dire qu'on a la présidence, on a le Parlement qui a un rôle important dans la politique de gouvernance. Ce qui fait que le Congolais a une responsabilité. Il faut dire aux Congolais que ce qui arrive, c'est également leur faute. Pourquoi? Parce que si ces Congolais comprennent quels sont les enjeux, comment fonctionnait la République congolaise, ils auraient compris que c'est presque pas logique de donner la présidence à quelqu'un d'autre et de la majorité parlementaire à un autre regroupement. Aujourd'hui, l'évidence est que, au temps de politique, il faut que celui qui a la présidence ait le levier politique, c'est-à-dire la majorité, pour appliquer sa politique. Or, l'idée aujourd'hui, c'est que quand on parle de cette union sacrée, il faudra que le chef de l'État donne déjà les grandes lignes. Mais cependant, l'union sacrée ne peut pas être une blanchisserie dans la mesure où, je sais là où les gens reposent les arguments, ce sont les mêmes têtes qui étaient avec Kabila autrefois, c'est vrai. Ce sont les mêmes têtes qui ont fait autre chose, des choses pas très recommandables pour certains. Le problème, c'est pas les gens. Le changement qu'on veut aujourd'hui au Congo, c'est pas forcément le changement de hommes, c'est le changement de l'homme. Ça veut dire que dans l'être, l'homme congolais doit être en mesure de comprendre que ce que j'ai fait autrefois était mal. Maintenant, il faut aller dans le sens de l'intérêt de Congolais. Qu'est-ce qui garantit que toutes ces figures iront maintenant dans le sens de l'intérêt de Congolais? Non, ils n'iront pas tous dans le sens de l'intérêt. Ce qui fait que maintenant, dès qu'on aura le profil, dès qu'on aura une feuille de route, c'est-à-dire chacun va s'auto-exclure.
C'est là où on demande au chef de l'État de pouvoir définir un contenu. Ce qui nous permettra à nous de savoir, et eux-mêmes, les politiques, de savoir que, voilà, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, le chef de l'État doit nous dire, il a centré son action gouvernementale sur l'état de droit. L'état de droit, c'est lié purement politique, parce que c'est la politique qui dirige, c'est la politique qui doit amener des réformes pour que la justice juste une certaine liberté et fasse son travail convenablement. Si c'est ça le cheval de bataille, ça veut dire que le chef de l'État aura besoin de politiques pour réfléchir dans ce sens-là. Les politiques, quand j'entends par les politiques, forcément également les juristes qui sont souvent mêlés dans ces Si c'est un bilan où l'Union sacrée a pour orientation une politique sociale, ça veut dire que le chef de l'État aura besoin d'un chef de gouvernement des technocrates, c'est-à-dire des économistes, des gens qui maîtrisent les questions de développement, pour pouvoir appliquer cette politique-là. C'est tout le sens de la feuille de route, c'est tout le sens du caractère et du contenu que le chef de l'État a. Pour que ça ne soit pas une blanchisserie, pour qu'on sache que le Congolais sache aujourd'hui. La bataille politique était de se débarrasser des gens qui constituaient un frein ou un poids pour la politique du chef de l'État. On n'en disconvient pas. On lui accorde le bénéfice du doute. Maintenant que la voie est libre, les Congolais aimeraient savoir qu'est-ce que le chef de l'État fera pour répondre aux besoins cruciaux, pour répondre aux besoins le plus profond de chaque Congolais. C'est tout le sens du pays, c'est tout le sens maintenant de pouvoir une coloration à l'union sacrée, pour que justement ça ne soit pas comme vous venez de le dire, une blanchisserie. Ouais. Les gens qui ont fui l'autre fois viendraient juste pour viendraient juste pour se sécuriser, sécuriser leurs biens. Justement, la foudre de la justice, parce que certainement cité dans telle ou telle autre affaire. Le chef de l'État ne veut pas fouiner dans les passés. Est-ce qu'on peut avoir un meilleur futur sans savoir comment est-ce que le passé a eu à marcher? Quand le chef de l'État dit qu'il ne va pas fouiner dans les passés parce que ce n'est pas son travail, le rôle du chef de l'État, c'est d'être garant de bon fonctionnement des institutions, impulser pour que chaque institution fasse son travail. Si le chef de l'État dit aujourd'hui état de droit et qu'il dit qu'il n'a pas envie de fouiner dans le passé, quel est cet état de droit s'il n'y a pas ces principes de redevabilité? C'est-à-dire tout celui qui gère la chose publique doit être en mesure de pouvoir rendre compte aux Congolais. C'est ça. Il ne serait pas en train de se contredire. Bon, il ne se contredit pas. C'est un langage diplomatique et politique. Il dit, moi, je n'ai pas intérêt à aller pourchasser. Parce qu'il ne faudra pas comprendre. Il ne faudra pas confondre. Il y a un modèle politique, c'est que l'exemple est l'Angola, où on nomme, c'est-à-dire le prédécesseur laisse le pouvoir à un successeur qui, du reste, est de sa forme. Mais celui-là décide de se lancer dans la chasse à l'homme. Ça veut dire qu'il a fait des anciens classiques son cheval de bataille. Il s'est mis à pourchasser tout un chacun. Ça peut être une orientation politique que le chef de l'État s'est refusé de pouvoir faire. Mais cela ne dispense pas les autres d'être ciblés par la justice, indépendamment. Vous comprenez? Il ne peut pas fouiner parce qu'il est dans ce qu'on appelle le rang désiré, comme il a appelé la révolution pardon. À un certain moment en Afrique, on doit apprendre la culture de pardonner et d'évoluer. Parce que quand vous regardez au lieu de faire des batailles d'idéologie, on fait des batailles individualistes, c'est parce que notre cœur est rempli de haine viscérale. Les gens font d'eux autres les éléments centraux de leur action politique. Or, quand l'action politique est centrée sur un individu, c'est-à-dire que ça ne répond pas aux intérêts de la population, ça répond à une certaine subjectivité d'un individu qui a des comptes à rendre avec un autre. Or, ici, on ne s'oppose pas aux individus, on s'oppose aux idéaux et au système. C'est pourquoi quand le chef d'État parlait, peut-être, je ne suis pas dans son esprit, de ne pas fouiner dans le passé, il voulait dire, je n'ai rien contre mes prédécesseurs. Parce qu'il ne faudra pas ignorer qu'il y a eu ce qu'on appelle la vindicte populaire. Les gens pointaient du doigt, les gens du FCC, certains caciques. Donc, ils ne voulaient pas aller dans cette dynamique de chasse à l'homme, mais cela a annulé les efforts de la justice, de pouvoir faire que chacun se mette devant un miroir et que chacun rende compte de ce qu'il a fait pendant ces moments passés. Est-ce que pardonner et évoluer ne serait pas une manière d'encourager le mal? Il y a une nuance à faire. Le pardon, c'est quoi? On est en face de quelqu'un qui reconnaît ses fautes et a décidé de prendre une autre direction. On pardonne, on passe à autre chose. Et même quand on pardonne, il y a des conséquences qui doivent se suivre. Même Dieu a dit que ça vous péché. Ouais. La mort n'est peut-être pas forcément physique. C'est parce que j'ai été adultère. J'ai fini par être atteint du sida. Dieu me pardonne. J'ai vécu avec mon sida. Ouais. C'est ça le problème. Le pardon, c'est juste on te pardonne. Et le pardon, un bon pardon, c'est celui qui est accompagné de réparation des dégâts causés. Le dégât peut être fait,
la prison pour un autre cas, ou restituer ce qui constitue l'objet de l'infraction. Donc c'est ça une bonne. Mais le parquet également c'est se rendre compte que dans l'évidence, il y a eu un mal qui a été commis, qui aujourd'hui est irréparable. On blâme quelqu'un, on trouve des contraintes, on dit tu ne feras plus ça, fais ça, mais en tant que Congolais, tu jouis des droits et on peut te faire encore confiance et on peut t'offrir une deuxième chance. C'est d'ailleurs ça le sens de la vie chrétienne quand même. C'est-à-dire savoir donner une seconde chance aux gens, tout en sachant que celui-là a fait exactement le vœu de pouvoir se repentir. Or, impardon sans repentance, c'est une peine perdue. Ce n'est qu'un cautionnement, d'une négligence de la part des autres. Quand on pardonne quelqu'un, il faut être sûr qu'il reconnaît sa faute et a décidé de se repentir de ce qui a constitué l'infraction. Voir plusieurs adhésions des différents partis politiques, plateformes et tout, n'expose pas le chef de l'État à un danger? Le danger, parce que là je ne vois pas si c'est les dangers que moi j'estime culturels dans le chef de l'homme politique. Parce que la politique évolue. Le chef de l'État s'est plaint autrefois d'une coalition trop importante. Il va encore dans une coalition qui nécessite des alliances faites avec les autres mouvements politiques. La question c'est que dans ces alliances-là, quel serait le centre d'intérêt? Est-ce que ces gens viennent justement dans l'idée d'accompagner le chef de l'État ou ils viennent avec l'idée de se servir de leur force politique pour pouvoir accéder à des besoins qui à la fin des comptes portera préjudice à l'évolution de la politique ou de cette dynamique telle que le veut le chef de l'État? C'est ça tout le sens de l'interrogatoire. Je suis comme vous, j'observe, je ne suis pas de ceux qui qualifient l'infraction avant l'acte. Puisqu'ils sont maintenant, il y a des chefs. C'est le chef de l'État de pouvoir donner un certain caractère sacré à cette union sacrée. Pour que les gens qui viennent comprennent que quand on va avec un devoir sacré de rendre le service au Congolais, parce que la vie politique, c'est pas forcément une promotion personnelle, c'est pas une carrière, mais c'est une mission, c'est une vocation. Il faut le faire par vocation, et non comme une profession, comme quelqu'un l'aurait dit devant les justices, une profession politicien. C'est pas réel, c'est pas. Donc c'est ça le problème. Il y a un danger, certes, dans le culturel quand on connaît le chef de Congolais, mais politiquement, il comporte quelques risques si jamais l'alliance qui sera faite après ne saura pas se mettre dans la même direction que le chef de l'État et que ce dernier voudra encore être trop encombrant, imposer au chef de l'État des directives qui iront à l'encontre de ce qu'il a comme vision pour la République. Avant de prendre le dernier point, parlons de l'informateur. Le chef de l'État avait parlé de nommer un informateur. Où en sommes-nous? Il faut être patient parce que la notion de l'informateur viendra constater une nouvelle coalition de la majorité. Or, dans ces mouvements de changement de rapport de force, il y a eu une facette qui a été remportée, c'est-à-dire la première bataille, destituer le bureau du FCC. Maintenant, la deuxième bataille, c'est faire élire un bureau définitif acquis à la cause de l'union sacrée. Ça sera le thermomètre pour savoir si exactement on a réussi à faire basculer la majorité. C'est après que l'informateur viendra maintenant constater cette nouvelle majorité et à la fin des comptes, parce qu'il ne faudra pas oublier, le rôle de l'informateur, c'est pas de qualifier la majorité. Le rôle de l'informateur, c'est de pouvoir préparer le chemin pour la mise en place d'un gouvernement. Le rôle d'informateur précède le rôle du formateur parce que, comme je l'ai dit, dans le système politique qui est le nôtre, le Parlement a un rôle et presque la clé de voûte dans la politique gouvernementale. Ça veut dire que après, il faut identifier une majorité, il faut qu'ils se mettent ensemble, décident de discuter de clauses en interne, de savoir dans quelle direction ils vont prendre, savoir dans le rapport de force qui prendra la primature. Ce sont des débats réels dans la vie politique. Déjà que le Premier ministre n'a pas encore démissionné. Oui, mais ce n'est pas un problème. Si on constate que la majorité de laquelle il est issu s'est effritée, il est déjà réputé démissionnaire. Maintenant, il faudra que cet effritement de la majorité se constate également par le deuxième vote qui sera du bureau. C'est alors après, le Premier ministre, s'il ne veut pas démissionner par élégance, cette nouvelle majorité va signer une pétition, va les destituer, lui et son gouvernement, et puis mettre en place un nouveau gouvernement. En parlant de la destitution du bureau Mabunda qui est jusque-là occupé par les bureaux d'âge, quelle figure voyez-vous dans les jours à venir à prendre le poste de Channing Mabunda? Je suis pas, dans ma grandeur d'esprit, je suis pas ceux qui reviennent sur les individus. Parce qu'il y a autant de compétences, autant d'intelligence capables d'assumer ces postes-là. Mais ce que je dirais, je vais plutôt dresser un portrait à chacun de pouvoir coller le visage qui lui semble bon.
Je pense qu'il faudra quelqu'un qui a une longue expérience parlementaire. Il faut quelqu'un qui est capable de transcender les clivages politiques, un rassembleur. Il faut quelqu'un capable de pouvoir être écouté, c'est-à-dire quelqu'un qui jouit d'une certaine notoriété. Il faut quelqu'un qui est capable justement de pouvoir assurer également le droit de la parole à la minorité. Parce qu'il ne faudra pas oublier, c'est ça la force du Parlement. Il y a la majorité, il y a également la minorité qu'il faut prendre en compte. Et aussi, il faudra quelqu'un qui jouit d'une certaine intégrité, mais quelqu'un également qui comprend, est capable de matérialiser une certaine vision de la nouvelle dynamique de l'Union sacrée. D'accord, prenons le dernier point de l'émission, la formation du prochain gouvernement. Je vais poser cette question sous forme d'un sondage. Si on devrait faire un sondage entre Bati Lukwebo, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui pourra porter l'étendard un peu plus haut? Pour le prochain gouvernement, ouais. C'est difficile. On peut beau mener de sondages, mais la notion du gouvernement ne répond pas à ces principes-là. Il répond à un seul principe, c'est que la force représentative au niveau du Parlement, parce que c'est de là que découle le gouvernement. Si on fait aller sur ce chemin-là, c'est vrai que Bati Lukwebo a récupéré beaucoup de ses députés, ils sont à une quarantaine, 44 si je ne m'abuse. 44. Mais le regroupement politique Ensemble pour le changement et ses alliés regorgent 97 députés. Ils sont bien partis pour avoir cette primature, il ne faudra pas se voiler la face. Ce qui fait que dans Ensemble, ça dépendra maintenant. Ensemble peut jouer une carte politique qui dit, écoute, nous ce qu'on veut c'est la présidence de l'Assemblée nationale, on décide de faire élire quelqu'un d'autre dans les alliances, parce qu'Ensemble peut décider de s'allier avec le MLC, qui du reste ont traversé ensemble parce qu'ils étaient dans la coalition Lamouka, je ne sais pas si ça existe encore, ils ont décidé de prendre une autre direction que la ligne directive de Lamouka. Et si jamais dans les alliances, Moïse Katumbi décide de céder la primature à Jean-Pierre Bemba Gombo, tant mieux, ce sont des questions de rapport de force politique, mais cependant, je demanderai, il y a un élément essentiel. Au-delà de carcan politique, en interne, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui répond à la technicité du besoin du poste. Je sens que ce gouvernement doit être un gouvernement de technocrates. Il faut un technocrate pour aller dans les politiques du développement. Ça sera alors à ces regroupements politiques de servir quelqu'un qui répondra à ce besoin-là. Voyons l'ensemble du changement qui est chapeauté par Moïse Katumbi, dont tout le monde dit que Moïse Katumbi était le fils chéri de Joseph Kabila. Son attachement à l'Union sacrée ne serait pas une manière pour lui de sécuriser ses biens? Pas forcément, je ne suis pas trop fan d'Ensemble pour le changement. Mais le problème, c'est qu'au-delà de Moïse Katumbi, si vous le disiez, l'ensemble de la classe politique, c'est des gens qui sont d'une manière ou d'une autre, qui ont travaillé avec Joseph Kabila. Ça, c'est une certitude, que ce soit Jean-Pierre Bemba Gombo, que ce soit autre, il a été vice-président et autres. Je sais que les contextes diffèrent, parce que Katumbi a été cité comme l'un des meilleurs élèves de Joseph Kabila. C'est un poids, oui, du passé. Mais aujourd'hui, je crois que la politique est dynamique, a certainement évolué. Katumbi a pris une direction qui est contraire. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faut juger les gens, il faut plutôt réfléchir. C'est ça le mal des Congolais. Au lieu de réfléchir, on se permet de juger les gens. Or, il ne faudra pas juger maintenant, il faut réfléchir, regarder dans le profondeur. Qui a le critérium suffisant pour pouvoir répondre à un besoin? C'est question de l'offre et de la demande. Il y a une demande, maintenant il faudra que l'offre réponde à cette demande-là. Je ne tomberai pas dans le jugement des individus. Très bien Mike, l'émission est terminée. En quelques mots, vous allez donner votre point de vue par rapport à la situation politique actuelle et si possible, communiquer vos coordonnées à toutes ces personnes qui voudront poursuivre avec vous. Je crois que ma position, je l'ai déjà dit, je demande au chef de l'État de pouvoir donner un contenu à l'Union sacrée. Maintenant, la bataille politique est en passe d'être gagnée en intégralité. Ce que les Congolais veulent savoir maintenant, c'est dans quelle direction nous sommes en train d'aller. Et moi, je conseillerais au chef de l'État maintenant de pouvoir déjà impulser parce que la politique gouvernementale, c'est pas lui qui assure. Ça sera le gouvernement qui assure la politique du gouvernement. Mais c'est lui qui impulse une vision. Il faudra déjà que ceux qui vont venir répondent à un critérium, répondent à une vision déjà définie. Pour mes coordonnées, je crois que mon numéro c'est les 081 99 88 572. Écrivez-moi sur WhatsApp, on va discuter de la République. J'aime toujours parler de la République. Merci Mike d'avoir répondu présent à mon invitation. C'est toujours un plaisir. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Merci à Jacob qui était derrière la caméra. Restez branchés à Congo Boss Télévision. D'ici là, portez-vous bien.